Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous parlons toujours d'actualité politique. La Guinée qui vit toujours des heures de crise aiguë, autour évidemment de ces élections qui sont en vue, évidemment pour le 22 mars, le dimanche à venir. Ajouter à cela une crise sanitaire, il s'agit du coronavirus. Malgré toutes les menaces de ce virus, évidemment qui a bouleversé même l'ordre mondial, les élections restent maintenues en République de Guinée. Comment réagir à ces deux crises politiques et sanitaires? Nous donnons donc la parole à M. Sidia Touré, qui est président de l'UFR et qui, comme vous le savez, est récemment rentré d'un séjour de la Côte d'Ivoire et qui nous reçoit ici dans ces bureaux de l'UFR. M. Touré, Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci une fois encore de la disponibilité. Premier sujet, je disais que vous êtes rentré récemment de la Côte d'Ivoire. Là, il y a une actualité politique qui a focalisé toutes les attentions, pas seulement en Afrique, mais aussi un peu partout dans le monde. C'est la décision de M. Alassane Ouattara de ne plus se présenter à ces élections à venir. Et beaucoup ont fait un rapport avec l'actualité politique qui prévaut en Guinée. Je crois que vous-même vous êtes prononcé là-dessus. Vous avez côtoyé l'homme, c'est un proche à vous. Quelle réaction vous avez eue quand il a décidé en fin de compte de rendre cette décision officielle? Je ne suis pas surpris parce que je peux vous dire franchement que lui et moi nous avons évoqué cette question il y a 4 ans. Donc il a maintenu ce qu'il m'avait dit à l'époque. Comme je vous le dis, je dis encore, je ne suis pas surpris. C'est un grand homme. Il voulait rendre un service à son pays. Il a regardé, il a travaillé, il a exposé son bilan que tout le monde a entendu. Mais il s'est dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que les Ivoiriens retiennent que je leur ai légué quelque chose de plus que les ponts, les routes, les aménagements que j'ai pu faire. Il s'est dit, la seule chose, c'est que j'ai été élu démocratiquement, il faut que je rende le pouvoir démocratiquement. Je crois que c'est ce qu'il a fait, et pour lui, c'est une sorte d'accomplissement. Honnêtement, c'est la dimension de l'homme, vraiment. Et en même temps, c'était une délivrance, on va dire, pour le peuple ivoirien, quand on sait qu'à un moment donné, les discours se radicalisaient parce qu'il laissait entrevoir un flou en disant si les gens de ma génération se présentaient, je le ferais. Mais après, il a libéré tout le monde, c'est ce qu'on peut dire. Et il conclut en disant qu'il est prêt à passer le pouvoir, n'est-ce pas, à une nouvelle génération. Là-dessus, on interprète de diverses façons, comme si il faudrait toujours favoriser quelqu'un de son camp. Et là, on sait que Gon Coulibaly est choisi par lui. Que ce soit quelqu'un de son camp ou d'un autre camp. C'est pas seulement dans son camp qu'il y a des jeunes. Bien sûr. L'essentiel pour vous, c'est cela. C'est cette alternance qu'il va prôner dans un contexte où ailleurs et comme chez nous, il y a des débats concernant cette valeur d'alternance démocratique. Écoute, je viens de vous dire que c'est l'homme dans toute sa dimension. Parole donnée, respect des institutions. Je dois vous signaler que dans le cadre des accords qu'il a eu avec les autres partis, la Constitution a été changée et que s'il voulait être candidat aujourd'hui, il n'y a pas besoin de changement. Donc le 3e mandat est déjà inscrit dans la Constitution. Mais il a dit, c'est pas ce que j'ai promis. Bon, il dit qu'il va passer à une nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est partout. Je crois que ce qu'il a voulu dire, c'est que lui, il estime qu'il a fait son temps et que, il a dit d'ailleurs, quand on a près de 80 ans ou plus de 80 ans, qu'est-ce qu'on peut donner encore de plus? Donc, la seule chose qu'on peut retenir, je crois que vous l'avez dit, les Ivoiriens, beaucoup d'entre eux, compte tenu du bilan élogieux, souhaitaient que Alassane se présente pour un 3e mandat. J'ai vu dans la salle à Yamoussoukro des députés, 2 ou 3 membres du gouvernement pleurer à chaudes larmes. Et je sais que ces débats étaient internes. Et il a souhaité prendre son temps pour le faire, mais plus le débat devenait grand, je crois qu'il a souhaité clore le débat. Et quand il parlait de possibilité d'être candidat, ça c'était de la stratégie politique. Voilà, c'est tout.
Et de la Côte d'Ivoire en Guinée, on peut dire que les réalités s'entrecoupent, se ressemblent à certains endroits et sont des contraires à d'autres endroits. En parlant justement d'alternance, Alassane décide de partir. En Guinée, on continue toujours à prêter des velléités de se maintenir au pouvoir à Alpha Condé. Et là-dessus, l'actualité la plus récente, c'est que les chefs d'État qui devaient venir, y compris justement Alassane Ouattara, ici à Conakry, a été reporté pour cause de coronavirus. Mais certains y voient derrière des manœuvres politiques parce que le président ne voudrait pas les recevoir. Qu'est-ce que vous en savez en ce qui concerne l'annulation de cette venue des chefs d'État? Je crois que c'est ce qui a été dit par le gouvernement guinéen vis-à-vis des autres chefs d'État. C'est le problème de la maladie coronavirus. Donc, ils ont estimé que s'il y avait une urgence sanitaire dans notre pays, ils pouvaient attendre. Bon, j'estime que vous avez dit des velléités. On ne prête aucune velléité à Alpha. Alpha est candidat. Ça a été dit sous toutes les formes. Maintenant, si vous ne voulez pas entendre, vous n'entendez pas. Au siège de son parti, il l'a dit, les gens le disent partout. Il y a des comités qui se sont formés depuis longtemps pour cela. La seule question qu'on se pose, au fond, tout ça, c'est pourquoi? On est dans la 10e année du mandat d'Alpha Condé. Je pense que nous pouvons quand même, on a tous été à l'école et puis surtout, nous sommes tous des Guinéens, nous vivons les réalités de notre pays. Que peut-on dire de ces 10 années en matière d'amélioration des conditions de vie de nos populations, en matière d'infrastructure, en matière d'agriculture, en matière rien du tout. Donc j'estime que nous ne pouvons pas regarder cela comme si c'était quelque chose de rien. On ne trouve pas de justificatif si ce n'est une raison purement personnelle de rester au pouvoir. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est pour Alpha qui veut rester au pouvoir. Ces chefs d'État qui ne sont pas venus, ils étaient très attendus. Les chefs d'État ne sont pas venus, je dis, c'est la Guinée qui a posé ce problème. Quand ils le posent, si les gens pensent, comme vous l'avez dit, vous téléphonez, vous dites qu'il y a coronavirus et que c'est une urgence sanitaire, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent perturber cela? Eux-mêmes ont le même problème chez eux, donc ils ont eu plutôt tendance à le comprendre, puisque eux sont en train de prendre des dispositions pour ça. Mais vous pensez que Alpha n'était tout de même pas prédisposé à le recevoir dans ce contexte-là? Oh, je crois après avoir écoutez, c'est fixer la date de quoi? Pour les élections. Ce n'est pas des élections, nous sommes dans un embrouillamini total. J'espère qu'on va en parler pendant 2 minutes. La première fois, Alpha s'est opposé à cette rencontre. Cela a abouti, il ne faut pas oublier, un communiqué de l'Union africaine et de la CEDEAO tentant à dire qu'ils ne reconnaîtraient pas ces élections. L'OIF, même chose. Il y a une deuxième date qui est fixée, les gens disent attention. Les recommandations de l'OIF sont claires, c'est l'inclusivité et une correction consensuelle. Donc ce sont les mêmes problèmes, rien n'a changé. Simplement, pour une deuxième fois, on a constaté qu'ils ne souhaitaient pas parler avec ses pairs de la sous-région. Je pense qu'après cette élection-là, nous allons ériger un mur tout autour de la Guinée pour qu'on ne puisse pas parler aux autres. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ces chefs d'État, s'ils venaient, c'était sans doute pour trouver une solution à la crise, peut-être demander à ce qu'on suspende la date qui est déjà fixée pour le dimanche à venir. Ils ne sont pas venus et la date reste toujours maintenue. Par ailleurs, malgré la présence de cette maladie dont on parlera à la fin, et vous, de votre côté, vous pensez que vous allez tout faire pour empêcher cette date. Il y tient, il pense qu'il faut que les gens aillent voter ce dimanche. Et qu'est-ce qui vous reste à vous, à l'interne ici, pour que cette échéance n'ait pas lieu? Ou est-ce qu'il faut tout de même laisser les choses se passer et voir quels résultats en résulteraient en termes de transparence, en termes de crédibilité, en termes de taux de participation? Ça, c'est déjà réglé avant qu'on aille aux élections. Nous avons un fichier qui a commencé ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'OIF et de l'Union africaine. Sur 12 millions d'habitants, le premier fichier qui est sorti de la CENI, c'est 11 millions pratiquement et demi d'électeurs sur 12 millions. Je ne sais pas si on s'entend bien, c'est ce que je veux dire. Or, étrangers, c'est 100% de la population guinéenne qui était dans le fichier. La population guinéenne comprend les gens qui ont un jour
jusqu'à ceux qui sont près de la mort. Ou est-ce que, pas la majorité, la population, la totalité de tout ça. Si vous arrivez à trouver à l'intérieur de ça des gens qui ont plus de 18 ans qui sont au nombre de la population, la réalité c'est que vous prenez ce fichier, vous le jetez à la poubelle. Il y a une erreur quelque part. Quelle que soit votre mauvaise foi, vous ne pouvez pas avoir trouvé cela. Mais on dit non, on l'a nettoyé une fois. On est tombé à 8,8 millions. Non, nous l'avons nettoyé encore 2 fois. On est tombé à 7,7 millions. Maintenant, la 3e fois, on dit, ah, on l'a nettoyé encore, nous sommes à 7 millions 300... non, 5 millions 300 et quelques. Et maintenant, l'OIF est arrivé. L'OIF est arrivé, j'ai dit l'OIF, la CEDEAO. 3 experts informaticiens sont arrivés de la CEDEAO. Ils ne sont pas rentrés dans le fichier. Ils ont étudié le rapport de l'OIF et ils ont donné les mêmes conclusions. En donnant quelques pistes de solutions. Ces solutions sont sur la table depuis un peu plus d'1 an. Quand nous avons fait l'audit du fichier de manière consensuelle. Nous tous, hein, opposition, parti au pouvoir, gouvernement, ainsi de suite. Alpha a estimé avec cette méthode-là qu'il ne risque pas de gagner. Donc on a tout jeté à la poubelle et puis on s'est lancé dans cette opération totalement suicidaire. Donc aujourd'hui, on a, paraît-il, 5 330 000 hectares. Mais, parce que les 2 millions de personnes problématiques, là, évidemment, vous êtes d'accord que c'est des personnes problématiques. C'est nous qui l'avons dit. Voilà. Oui. La solution que la CENI apporte maintenant, là, pour toujours maintenir la date du dimanche à venir, c'est-à-dire qu'on les enlève. Mais de qui les enlève? C'est totalement illégal. Si vous vous rappelez la note que Alpha a envoyée à cette mission de la CEDEAO, c'est de dire nous réglerons le problème de 2 500 000 conformément au code électoral. Or, à date, le code ne permet pas d'enlever le nom des gens dans le fichier. On avait réglé ce problème après l'audit en disant chacun passe devant la machine. Ceux qui sont dedans sont enregistrés. Ceux qui viennent pour la première fois sont enregistrés. Ceux qui ne viennent pas, on se rend compte que c'était eux les électeurs problématiques. Donc on a évité le fait que tout d'un coup, ce que l'OIF a proposé, ce que tout le monde a proposé, on dit non, maintenant on va régler ça. Et puis à moins de 12 heures, on nous dit on les a enlevés. Et voilà. Le temps de se procurer justement ces documents pour... Non, ce n'est pas des documents. Je vous donne des chiffres. Les chiffres que j'ai notés, mais je ne connais pas, je connais ça par cœur. Ça nous donne de toute façon le temps d'observer la petite pause. Dès qu'on se retrouve pour continuer. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Sidya Touré, président de l'UFR. Vous savez, le sujet, c'est bien sûr la crise politique autour de ces élections. Les autorités à la tête Alpha Condé qui tient à son calendrier du dimanche à venir pour le double scrutin, référendum, élection législative. Le FNC, lui, continue à s'opposer et décide d'empêcher ce scrutin du dimanche. Et c'est là-dessus que nous parlons. Oui, Monsieur le Président, vous disiez que il n'y a rien à, faire en termes d'élection parce que le fichier lui-même est complètement désavoué. Vous parliez des chiffres. Ce n'est pas désavoué, il est inexistant pour nous. Quand vous prenez la commune de Kaloum, qui est un fief de l'UFR, nous sommes partis de 62 000 électeurs, nous sommes tombés à 40 000. Matam, 122 000, nous sommes à 70 000. Dans mon propre village, CRD de Mancontan, je suis tourné pour avoir ce document, nous étions à 11 500 électeurs, maintenant on est à 6 000 électeurs. Et par ailleurs, dans certaines régions, vous voyez un flatté de 54%. Donc il faut savoir que ce n'est pas un fichier, ça. Vous ne pouvez pas dire que tout d'un coup, tous les gars sont morts, et que dans ces zones-là, la réduction est aussi drastique. Donc vous voulez dire bizarrement, c'est les zones où vous êtes bien implantés? Pas bizarrement, c'est une volonté réelle. Conakry a baissé sérieusement. Les zones où c'est la même chose. En Basse-Guinée, c'est pareil. Ce sont des choses qui... Et les augmentations, on les a constatées? On est en Haute-Guinée, il ne faut pas rigoler. C'est toute la... Venant de quelqu'un comme moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que je n'aime pas faire ce genre de distinguo. Mais malheureusement, c'est ce qu'il y a dans le nouveau prétendu fichier. La deuxième chose sur ce fichier, c'est que les cartes d'électeurs ont été imprimées pour 8 millions ou 7 700 000 électeurs. C'est imprimé. Y compris les 2 millions. Mais forcément, y compris.
La répartition des bureaux de vote est déjà faite. Les listes d'émargement n'ont pas changé. Si vous avez 2,5 millions d'électeurs qui sont sortis du fichier, ça veut dire qu'un tiers des bureaux de vote a disparu. Vous devrez avoir 6 000 bureaux de vote de moins que les 19 000 qu'on prévoyait. Les autres sont répartis de quelle manière? J'ai des cas où à Bofa, où vous avez un bureau de vote à deux électeurs. Donc il faut qu'on arrête, je veux dire, il ne faut pas ridiculiser notre pays jusqu'à ce point-là. Nous savons que des élections se passent dans des endroits et que de temps en temps, les gens poussent au nombre d'électeurs. Mais se fabriquer juste un fichier pour soi-même, ça on n'avait jamais vu ça ailleurs qu'en Guinée. Bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à votre yeux, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce fichier d'abord, c'est de le mettre à plat. Et parce que le président Lasseni disait qu'un fichier, on peut mettre une dizaine d'années à le construire. C'est un fichier qui a été construit d'année en année jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on a là. Dire de mettre tout à plat, est-ce que c'est la solution? Ou est-ce qu'il faut toucher du doigt ce qui est anormal là-dedans? Écoutez, nous avons eu un fichier ici pour aller aux élections en 2010, à la présidentielle. C'était un fichier plus ou moins consensuel. Ces bases de données n'ont pas disparu. Normalement, là, on peut revenir. Moi, j'essaie de donner une piste de solution. Il y en a peut-être d'autres. Mais partons de ce que nous avons. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il fallait 10 ans pour que quelqu'un fasse un fichier. Nous l'avons fait en son temps. Et nous avons un fichier pour aller au vote. À l'époque, personne n'a contesté le contenu du fichier. Ce qu'on a contesté, c'est ce qui s'est passé aux élections. Nous, on sait comment on nous a triché, on a fini de voter, on a enlevé les papiers, on en a volé, on a jeté, ainsi de suite, tout ça. Mais le fichier, il est intact. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, malgré tout le débat qu'il y a, le fichier, il est sur Internet. Si vous ne voyez pas votre nom, vous dites, voilà, moi je ne suis pas inscrit, pourquoi? Et vous avez la possibilité de vous faire inscrire. Donc, arrêtons de dire un peu n'importe quoi et son contraire. Je veux dire que les gens, ils peuvent appuyer la position d'Alpha sur cette question, mais qui ne se dévalorise pas à ce point-là, ça ne sert à rien. Et pour empêcher, vous avez fait une réunion récemment, appelé à des mobilisations à partir du 19, donc le samedi, dimanche. Comment les choses vont se faire? Parce que le pouvoir est décidé à faire en sorte que ce double scrutin se tienne. Maintenant, vous décidez à empêcher. Par quels moyens? Est-ce qu'il faut craindre des accrochages directs? Il faut craindre des cas de mort? Il ne faut pas vous jeter dans des choses de ce genre. Les cas de mort qui tuent les gens ici. Demandez aux forces de l'ordre que quand les enfants manifestent, qu'on ne les tue pas. Effectivement, ces situations comme ça, il faut en craindre encore. Mais non, ce n'est pas moi qui dois craindre. Il faut demander aux forces. Pourquoi voulez-vous? Les gens manifestent, on a vu les gens manifester en France pendant des mois. Je n'ai pas eu un seul mort. Hein. Donc il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous disons, beaucoup de Guinéens ne pourront même pas voter parce qu'on les a mis dans des conditions dans lesquelles ils ne peuvent pas voter. Le vice-président Zoumanigui vient de partir d'ici. Son village est maintenant à 10 km du bureau de vote où il devrait voter. Entre-temps, il passe 2 autres districts qui ont leur bureau de vote là où il faut mettre un bus. Oui, dans la zone de Macenta. Donc vous avez beaucoup de problèmes comme ça. Je connais des gens qui ont eu ils ont 2, 3 fiches, mais après quand ils viennent, ils disent mais on ne sait même pas où est le bureau de vote où on a été affecté. C'est un désordre sans nom. C'est quelque chose qui ne nous grandit pas. J'ai beaucoup apprécié, à 3 jours, la secrétaire générale de la francophonie est repassée à la télévision, à TV5. Pour dire non, nous avons dit la même chose. Il faut que, de manière consensuelle, on puisse élaborer un fichier pour la Guinée. À un moment, on nous a invités pour venir participer à cette élaboration, et puis après, on nous a désinvités. Ensuite, ceux de la CEDEAO sont venus, ils ont dit exactement la même chose. Et j'ai aimé sa conclusion. Il dit la Guinée va quand même pas se fâcher avec tout le monde. Bien. Voilà. Et encore une fois, c'est ce dimanche, selon le calendrier des autorités, de la CENI, le FNDC compte tout faire pour empêcher. La stratégie, je reviens là-dessus, ce sera quoi? Avant que je vous fasse réagir à une des accusations qu'Alpha Condé a portées contre vous et c'est à un moment donné. Ce sera quoi la stratégie à partir du 19 pour empêcher? Je dis, il n'y a pas de stratégie particulière, vous le verrez sur le terrain. Mais je vous dis,
Les gens en Guinée aujourd'hui sont plus de 80-90% FNDC. Beaucoup n'iront tout simplement pas voter. Beaucoup. Beaucoup d'entre eux. La deuxième chose, c'est qu'il y a... Oh, c'est pas uniquement le taux de participation. Tout le monde verra qu'il n'y a pas de vote et puis c'est tout. Ça, c'est le taux de participation quand il y a très peu de gens qui vont voter. Peut-être on verra ça ailleurs. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a un désordre tel. Je me demande qui va pouvoir trouver un bureau de vote s'il a envie d'aller voter. Hein? Parce que, je vous dis, les fiches d'émargement contiennent les 2 millions et quelques que nous indiquons là et qui sont dans le fichier et qui devraient être plus nombreux que ça. C'est dedans. Alors, tu vas savoir, avant, on avait 8 personnes, 8 noms sur les fiches de A4 affichées que vous pouvez voir. Maintenant, il y en a 24 dessus. Donc, il faudrait vraiment avoir des loupes pour savoir où vous êtes en réalité. Sans compter maintenant qu'au niveau des bureaux de vote, beaucoup de jeunes se sont désistés. Ils ne participeront pas, ils n'iront pas dans les bureaux de vote pour conduire le processus électoral. Bon, peut-être que les militaires feront tout ça et on en déduira quel genre de vote ça a été. Bien. Et Alpha Condé, en parlant de lui, au cœur de cette crise, on a l'impression qu'il y a un feuilleton Alpha Selou Sidia. Parce que quand il parle, quand il l'accuse, il dit Sidia et Selou n'ont pas de leçons à me donner parce qu'aujourd'hui ils occupent des biens publics en termes de domicile. C'est des accusations directes qui portent contre vous. Et quand Alpha dit je ne laisserai pas la Guinée d'anciens premiers ministres qui ont mal géré, quelle réponse vous donnez à ces deux accusations? Je dis c'est juste ridicule. Mais je dis bien ridicule. Moi je n'ai pas envie de me justifier sur quelque chose comme ça. Je suis arrivé ici en 1996 comme Premier ministre. Le président de la République m'a dit, là, je dis, il me faut une maison à Conakry. Il m'a dit, là où vous habitez, là où se trouve Guéné Kaba, la première dame, vous allez reprendre ça et rénover. Je dis non, j'y logerai, mais je ne l'achèterai pas. Par contre, je vais chercher un terrain à acheter. L'État m'a proposé un terrain à acheter. Je dis bien l'État. En tant que Premier ministre, le président de la République a dit, j'ai le droit de te donner un terrain pour que tu construises ta résidence. Et normalement, les frais de thème, c'est 250 000 francs. Alpha Ousmane Diallo était là, moi-même j'étais là, c'était le ministre de la Construction. J'ai dit non, monsieur le président, je préfère qu'on évalue le terrain et que je puisse le payer. L'évaluation a été faite, on est en 96, on n'est pas maintenant. Et en rigolant, il dit, il faut le taxer, les Ivoiriens là, ils veulent. Donc on m'a fait quelque chose qui a coûté 35 000 $ à l'époque, le terrain, un terrain nu. Et je dis à mon avocat, mon notaire, M. Diallo, tu prends mon chèque, tu vas le déposer au trésor. Tu prends le reçu du trésor avec une photocopie de mon chèque, tu l'épingles dessus avant de faire les papiers. C'est ce que nous avons fait. Donc moi, je n'ai plus le terrain de personne. Je l'ai acheté. Ensuite, j'ai dépensé 540 000 $ à l'époque pour construire une maison. J'habite dedans. Voilà, c'est tout. Maintenant, mais je ne m'arrête là. Nous n'avons pas eu de problème de corruption à l'époque. Aujourd'hui... Quand il dit qu'il ne veut pas laisser le pouvoir... Non, avant qu'on arrive là, pendant qu'on parle de ça, ce gouvernement est un gouvernement de gens corrompus. Où sont les recettes de ce pays-là aujourd'hui? Ça fait 7-8 ans, vous regardez le budget, vous avez les mêmes recettes. L'argent de la bauxite va où? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, en l'espace de 3 ans, je sais ce que j'ai laissé ici. En matière d'électrification, en matière de culture de coton, où on est passé de 5 000 tonnes à 40 000 tonnes, ainsi de suite. Et ils font quoi? Alors, ne pas laisser, quand quelqu'un parle de ça comme Alassane, il parle des gens qui ont exercé des fonctions au même niveau que lui. Président de la République, président de la République. Alva, lui, quoi, les premiers ministres. Moi encore, ça va, j'ai été premier ministre pendant près de 30 ans. Où c'était 16 mois. Je passais du blabla, c'est simplement toute politique, mais de bas étage. Ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il a fait des 10 ans qu'on lui a donné. Où vont les recettes de ce pays? Où est passé l'argent que Rio Tinto nous a donné? 732 millions de dollars. Ainsi de suite, on peut multiplier ça par 10. Quand on me dit, moi, qu'on a dépensé 3 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie, et pour avoir un peu de courant ici, c'est maintenant qu'on s'en va amener un bateau pour fournir du courant au port. Des gens comme ça ne peuvent pas me dire des choses de ce genre. Et pour terminer, c'est le coronavirus qui est au chapitre de toutes les infos en ce moment.
et qui... Sauf chez Alpha. Sauf pour dire au chef d'État de ne pas venir. Oui. Voilà. Et comment vous voyez la gestion de ce virus? Je l'ai dit, hein, c'est un virus qui a bouleversé même l'ordre mondial, l'économie mondiale, tous les grands rendez-vous et tout. À côté, je crois, au Burkina, on va fermer les écoles, au Mali, et ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. En Guinée, quel regard vous portez sur la gestion de cette pandémie? Écoutez, c'est un peu ce que vaut, vous voulez, la gouvernance de ce pays. Tout tourne autour d'un individu qui, de manière cynique, avait fait à l'époque que, quand Ebola a démarré, nous avons commencé à crier partout. Il a dit que c'était rien du tout, le temps que le roi du Maroc arrive. Et nous en sommes sortis avec près de 3000 morts. Après, les mêmes gens applaudissent pour dire « Ah, on a vaincu Ebola », mais il y a eu 3000 morts sur les carreaux. On a utilisé le coronavirus pour dire au chef d'État de ne pas venir ici. Mais aujourd'hui, autour de nous, franchement, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même au Mali où il n'y a pas de cas, qu'est-ce qui n'a pas pris de dispositions pour éviter à sa population de tomber en plein dans cette affaire? Il n'y a que nous. Mais le problème, il est très simple. Hein? Alpha attend que son élection du 22 se passe, et puis après, vous allez le voir monter au ciel pour dire « Ah, il y a coronavirus partout. » Mais sinon, en attendant, si des Guinéens meurent de ça, honnêtement, ce n'est pas son problème, à condition qu'on arrive au 22. Donc c'est une gestion qui est volontaire, qui sacrifie les Guinéens à cause d'un individu qui, comme je l'ai dit, depuis je suis là, je répète les mêmes choses depuis 10 ans. La gestion de Alpha, c'est une gestion pour Alpha, c'est rien d'autre. Voilà. Même dans des cas aussi graves. Et vous pensez qu'il devrait annuler ces élections, hormis même les raisons politiques, là, vos malentendus politiques à cause de la maladie, là, la pandémie? Écoutez, je ne sais pas. Ce qu'on a fait ailleurs, c'est cela. Même en France, on a reporté le deuxième tour des élections en se disant, mais voilà ce qu'on a obtenu au premier tour, un taux de participation tellement bas que les gens se posent la question s'il ne faut pas tout annuler. Mais ce n'est pas ça. Je parle des pays africains à côté de nous. Même dans le cas du Mali où il n'y a pas encore de cas. Mais tout le monde sait que quand ça va arriver, nous ne sommes pas équipés pour cela. Il faut qu'on arrête de raconter des histoires aux gens. On n'a aucun équipement. On a eu une femme ici qui a eu un problème de ce genre. On est parti la mettre dans des hangars là-bas. Les gens l'ont ramassée pour l'amener en Europe. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. On a l'impression que la dame est encore là, en Guinée. On ne nous a pas dit qu'elle est partie. Elle est partie, elle est revenue. Je crois qu'elle travaille maintenant parce qu'on a été vérifié tout ça. Mais les premiers temps où elle a été... Là où on l'a déposée, les gens ont été voir. Quand ils ont vu que c'était ça l'environnement, on dit attention, là c'est très sérieux. Donc attendons. Hein. Faisons en sorte que ce que nous voyons ailleurs, à moins que nous sommes devenus maintenant... Hein, imperméable, immunisé contre le virus, on devrait aujourd'hui s'inquiéter et dire qu'il faut arrêter. Si vous dites que vous ne pouvez pas recevoir une rencontre de chefs d'État ici parce qu'il y aura un peu de... Mais les élections, c'est 5 millions de gens que vous voulez bouger. Hein. Alors comment vous allez, avec les militaires qui courent partout, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ils disent qu'on va mettre les mesures de distanciement devant le virus. C'est du n'importe quoi ça. Vous savez bien que la Guinée n'a pas cette capacité-là. Et puis on termine en termes de schéma de solution. On ne sait pas s'il y a un miracle qui peut se produire, Alpha, qui sorte à la télé pour proposer quelque chose dans le genre qui peut contenter tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qu'ils disaient ces derniers temps et que même si les chefs d'État venaient, c'est ce qu'ils auraient proposé, demander au président de reporter les législatives afin que vous vous entendiez sur le fichier, que vous reveniez dans le processus, mais maintenir le référendum à la date du 22. Et ça se ferait avec quel fichier? Le référendum? Oui. C'est le oui ou le non avec les... Non, c'est avec fichier, je n'ai pas dit. Il n'y a pas de non, hein. Dans tout ce qui a été envoyé vers chez nous, il n'y a pas de non. Tout est oui, hein. Bon, mais la deuxième... Non, sérieusement, il ne faut pas rigoler, c'est votre pays. C'est comme ça. Maintenant, vous me dites, mais écoutez, le référendum, c'est... Vous ne pouvez pas être d'accord sur ce schéma puisque tout le débat porte sur la qualité du fichier. Il y a un fichier ici qui a été complètement nettoyé et que nous avions de manière plus ou moins consensuelle comme en 2010, moi j'ai dit Alpha, viens avec tes affaires là, il sera battu à plate couture, donc ça ne pose pas de problème. Mais si vous ne réglez pas le problème du fichier, ne parlez pas d'autres élections, ça ne sert à rien. Même le référendum. Mais le référendum, c'est une élection. Bien. Oui.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. On aura sans doute l'occasion de revenir sur ces mêmes actualités, peut-être avant dimanche ou après dimanche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour être passé par ici. Nous sommes dans une période extrêmement difficile pour notre pays. Ça fait 10 ans que vous subissez ça. Quand moi je vois la fumée qui sort de ce bateau qui est garé à mer là-bas, et que je sais qu'on a dépensé 3 milliards pour avoir le courant ici pendant 10 ans, ça fait pitié. Parce que si on est là, franchement, c'est que je ne comprends plus rien. Vous regardez la ville, vous regardez l'état de notre pays, vous regardez ce qui se passe comme décès au niveau des hôpitaux. Attendez, les Guinéens ont toutes les raisons aujourd'hui pour rejeter tout cela et demander qu'une nouvelle gouvernance se mette en place. Ce qui a été prévu dans notre constitution, c'est une alternance. La nouvelle constitution qu'Alpha nous propose, il n'y a pas d'alternance là-dedans. Hein. Vous pouvez rester président à vie. C'est ça qui est dedans. Alors on se demande la modernisation à porter sur quoi. Donc il appartient aux Guinéens de gérer leur destin. Ils ont leur destin en main. Nous avons notre destin en main. C'est la raison pour laquelle le FNDC s'opposera à ce que ces élections se fassent le 22. Bien. Merci. Malheureusement, on ne peut pas serrer la main, consigne coronavirus. Alpha te dira que ce n'est pas la peine, tu peux serrer, parce qu'il n'y a rien en attendant que le vote se passe. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro. À demain pour un autre numéro de Café Débat. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Dieu sauve la Guinée. Merci.